dans Vision Plus. Alors que s'ouvre bientôt une année scolaire, une question cruciale s'impose. Notre système éducatif congolais prépare-t-il vraiment les jeunes à des métiers d'avenir? Dans un pays où le chômage des diplômés augmente et où les entreprises recherchent désespérément des compétences techniques, l'orientation scolaire devient une urgence nationale. Faut-il continuer à pousser nos enfants uniquement vers les filières générales académiques ou devrons-nous penser l'école pour valoriser davantage les formations qualifiantes? Ce soir, nous allons en débattre avec des invités, formateurs, parents, jeunes et experts, pour comprendre si le système éducatif congolais donne aujourd'hui des vraies clés de la réussite de cette jeunesse. Héritage colonial ou système en déphasage avec les réalités actuelles, le système éducatif congolais dans ses standards actuels, avec à son actif plusieurs milliers d'écoles primaires, collèges et lycées d'enseignement général du nord au sud du pays contre quelques établissements techniques, peine à intégrer les apprenants dans le monde du travail. Une question persiste alors. L'école prépare-t-elle vraiment à la vie active? Tout ce que nous apprenons à l'école, déjà à l'école primaire, à part peut-être l'écriture ou bien le fait qu'on apprend à écrire, au collège, on va toujours avec les mêmes choses. Au lycée également, c'est les mêmes histoires qui se répètent. Être prêt pour l'emploi, c'est quasi impossible. Sinon, c'est impossible en tout cas. Voilà pourquoi on pense que le système actuel, en tout cas, ne matche pas avec notre réalité. En tout cas, ça ne marche pas. On ne peut pas sortir directement de l'école et directement aller dans une entreprise. En tout cas, c'est très compliqué. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Rien que les choses très, très basiques. Par exemple, apprendre à faire un CV. On n'apprend pas ça ni au lycée, encore moins le collège ou l'école primaire. Voyez-vous, rien que quelque chose qui est très, très basique comme ça, on ne peut pas faire. Mais non, à plus forte raison, d'autres métiers peut-être dans l'entreprise. Vous voyez, on passe 13 ans à ne rien faire, à faire la répétition. Et au finish, quand on se retrouve peut-être avec 18 ans, 19 ans, 20 ans, on n'a rien, on est désemparé. D'aucuns le redoutent déjà qu'il faille partir à zéro. D'autres pensent qu'on y travaille déjà, quoique c'est hérité d'avant l'indépendance. Il faut tout reprendre à zéro. Même ceux qui sont dans les écoles techniques là, quand il faut faire pratique, il y a quasiment rien. CTI, il n'y a plus rien. 7e 12 août qui sortait des bons mécaniciens, tourneur est bien, va là-bas, il n'y a plus rien. Donc c'est, voilà, écoute, je ne sais pas, aujourd'hui les écoles, au système français, si tu vas dans les écoles, c'est de l'arnaque. Nous avions hérité du système, on peut dire du système colonial, le système éducatif. Depuis les années de l'indépendance, nous fonctionnons selon ce système. Donc, ce système demeure encore, mais nous pouvons dire que les Congolais travaillent autour de cela, parce que dernièrement, avec les états généraux de l'éducation nationale et de la formation de la recherche, il a été proposé beaucoup de réformes pour notre système éducatif. Aujourd'hui, il y a une réelle inadéquation entre l'apprentissage à l'école et ce que les entreprises attendent. Ce système produit certes des diplômés, parfois au prix de 18 ans d'études avec des redoublements de classe, mais il ne garantit pas l'emploi. Monsieur le journaliste, va à Bayardel, tu comprendras que le gros français là ne paye pas. Parce que le société français, mais au finish, il est chômeur. Ça n'a emmené nulle part. Soucieux de cet état de choses, les parents, à travers l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC en sigle, partenaire du gouvernement congolais dans l'enseignement, avaient déjà fait des suggestions lors de la tenue des états généraux de l'enseignement qui réunissaient tous les acteurs en vue d'un meilleur avenir pour les apprenants congolais. Nous ne devons pas toujours rester sur les filières académiques classiques. Et les parents avaient proposé qu'on mette en place les filières techniques et professionnelles, tout comme sur les systèmes de formation. Et ça, c'est que les parents, notamment autour de l'association des parents d'élèves, bien sûr, ont proposé à ce grand forum. Et en plus,
regarder comment l'enseignement supérieur devra se professionnaliser dans les filières à court terme, par exemple, le type Bac+2. Face à cette désillusion, la société civile appelle à une refondation du système éducatif en intégrant davantage la formation professionnelle et l'adaptation aux besoins actuels du marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la série technique. Ceux qui font la série technique, après, si vous les prenez, basés que sur ce qu'ils ont appris à l'école, vous les emmenez dans l'entreprise, croyez-moi, ça sera carrément la catastrophe. Donc pour essayer d'accompagner cela, ils ont besoin, les apprenants, que ce soit du lycée technique ou du lycée général, je parle par rapport à nos réalités ici, nous avons tous besoin d'une véritable réforme en ce qui concerne notre système éducatif. Essayer d'adapter le système aux réalités. Avoir des centres d'orientation par exemple, afin de matcher notre réalité et la demande de l'entreprise pour mieux former des professionnels de demain. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Donc si on peut changer le système, ça veut dire dès que tu commences l'école, si tu veux être ingénieur en mécanique, tu commences depuis l'école primaire jusqu'à la fin ingénieur en mécanique. Tu veux être un soudeur, ça. Tu veux être, donc, bien sûr, vous prenez chacun jusqu'à la fin. Ça serait même mieux. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'étaient pas traînés. Qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Français, histoire géo, mathématiques, qui. Réformer, adapter et moderniser, 3 impératifs pour un système éducatif qui ne doit plus être une simple survivance du passé, mais un véritable tremplin pour l'avenir des étudiants congolais. À l'extrême gauche, nous avons Roland Bongo-Nyutu, formateur en technique industrielle. Nous avons de l'autre côté, toujours à ma gauche, tout près de moi, Monsieur Crépin Lanzitati, ingénieur expertise, projet chargé d'affaires, PDG de l'entreprise Presque Sécurité et PDG de l'entreprise Leak Engineering. Nous avons donc à l'extrême droite M. Poiti Tati, représentant ISTC, responsable de la communication et l'orientation à l'Institut supérieur de la technologie et de commerce. Et tout près de moi, le jeune Marc-Even Foucault, jeune diplômé, chroniqueur événementiel, journaliste à Lux Media Group. Je vous dis bonsoir et bienvenue à ce plateau Vision Plus. Bonsoir. Je voudrais nous faire le plaisir, puisque nous avons un jeune homme sur ce plateau, ouvrir le bal avec lui pour savoir, Marc, quel a été ton parcours de scolaire justement jusqu'au baccalauréat? Alors, mais je pense que c'est comme tous les jeunes d'ailleurs. Tous les Congolais. Tous les Congolais. J'ai commencé par l'école primaire, ensuite le collège et bien sûr le lycée où j'ai obtenu mon baccalauréat. Donc, le lycée, vous avez opté pour quelle série? J'ai fait la série D et donc j'ai un bac D. Un bac D, oui. Et donc, jusqu'à ce que vous avez obtenu le baccalauréat, en réalité, baccalauréat D, quand je prends... Nous allons compter ensemble. Hein. Donc, vous êtes parti de l'école primaire 6 années. Vous avez fait le collège 4 ans. Ça fait 10. Vous êtes allé au lycée, ça fait 3 ans. Ça fait déjà 13 ans. Plus l'âge auquel vous êtes allé à l'école, donc ça fait 18 ans. Il faut prendre en ligne de compte également le fait que je n'ai pas fait le bac une seule fois. Vous n'avez pas fait le bac une seule fois. Mais donc, si nous considérons que vous avez fait le baccalauréat une seule fois, donc à 18 ans, jeune Congolais, après le baccalauréat, vous ne savez rien faire. Absolument rien. Sinon que vous avez été alphabétisé. En tout cas, vous avez été juste une instruction. Apprendre la grammaire française. Le français, pourquoi pas, les calculs, les mathématiques. S'il vous plaît, chers messieurs invités, ne voyez-vous pas que là se pose le vrai problème de ce système éducatif, monsieur le formateur, Roland Bongo-Nyutu? Oui, merci monsieur Fulgence Bikoumou. Le problème est énorme. Seulement ce que notre jeune Marc Foucault a fait, en faisant le bac D, ce n'est pas pour dire qu'il n'aurait pas de débouché. Ok. Il y en a, ceux qui ont fait le bac D. Seulement après le bac, c'est l'univers qui s'ouvre. Donc, M. Marc Foucault avait tous les droits, avec son bac D, d'aller partout où il voulait, pour ce qui est de la formation. Il pouvait faire tous les métiers.
Avec le bac D, on est apte à faire tout ça. Maintenant, est-ce qu'il a choisi de continuer à faire ce qui est général, ou bien qu'il aurait choisi aller dans l'enseignement professionnel ou technique? Cela dépendait de ses aptitudes à apprendre. Maintenant, dans tout ça, on ne choisit pas pour choisir. Quand on choisit d'aller dans une formation technique, par exemple, on doit en avoir les capacités et aussi l'amour de la technique. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un tremplin. Tout le monde veut faire tout, sans savoir quelles sont les aptitudes que nous avons de base. Chacun de nous, en naissant, s'intéresse à quelque chose. Qu'est-ce qui l'intéresse? Par exemple, dans ce qui est du domaine de la technique, il y en a qui aiment l'électricité, il y en a qui aiment la mécanique, il y en a qui aiment le génie civil, il y en a qui aiment d'autres métiers, peut-être l'aéronautique pour ceux qui sont dans les pays un peu plus développés que le nôtre. Alors, à ce moment-là, un choix s'impose. Maintenant, en faisant ce choix, qu'est-ce que toi-même, tu as comme aptitude? Et on peut, par rapport à ces aptitudes, ces capacités, choisir un métier ou tel autre. Okay. Alors, avec le bac D, on peut aller dans les techniques de la santé et partout même. Mais on peut aussi choisir l'industrie ou le commerce. Cela dépend. Maintenant, quelles sont les facultés que tu as et quelles sont les aptitudes? Et surtout, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Justement, pendant 18 ans de son évolution, en tant qu'humain, en tant que formé, en tant qu'alphabétisé, il ne savait rien faire. Est-ce que là ne se pose pas véritablement le problème? Sinon, quelles sont, existe-t-il des méthodes, des moyens pour découvrir à cette période-là, entre l'école primaire et le baccalauréat, ce que l'enfant aime faire, justement pour l'orienter à gauche ou à droite? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe comme ça sur le plan scolaire pour découvrir? Bien sûr. Alors, même dans notre système éducatif, il y a des collèges techniques. Si, en commençant de l'école primaire jusqu'à la classe de 5e, et les parents et lui-même avaient senti qu'il avait quelques aptitudes en technique, il pouvait aller au collège technique. Et après le collège technique, obtenir un bac technique. Mais, ne sachant pas d'abord qu'est-ce que, en fait, au fond de lui, il voulait faire, alors il peut continuer jusqu'à arriver au bac. Mais seulement quand on arrive au bac, les choix s'imposent. Peu importe ce qu'on est, il faut choisir. Alors, on choisit quoi? Celui qui veut aller dans les domaines de la santé, cela dépend aussi de ce qui l'intéresse dans la vie et des aptitudes qu'il a. Maintenant, celui qui veut aller dans l'enseignement technique, il doit aussi regarder est-ce qu'il est capable de comprendre les mécanismes qui se présentent là-bas. Parce que dans le domaine technique, il faut être assez apte à comprendre le fonctionnement de certains systèmes. Okay. Alors, quand on a choisi, dès le début, on peut peut-être avoir quelques difficultés, mais au fur et à mesure, et avec la volonté qu'on a, on peut s'adapter et continuer dans ce domaine-là. Maintenant, si lui, il n'a pas choisi la technique, alors on ne peut pas le condamner. Parce que même avec son bac D, on ne peut pas le condamner. Moi, je reviens. Lorsque nous nous regardons sur le plan de l'Afrique centrale, nous avons la RDC à côté.
dès qu'à l'école en RDC, vous avez eu ce que nous appelons chez nous le CP, donc en classe de 6e, vous êtes déjà orienté. Au niveau, vous qui êtes au niveau supérieur, n'est-ce pas? Vous êtes donc le responsable de l'orientation à ISTC. C'est bien ça. La première question, comment un élève vient à vous? Il vient avec quel diplôme? Un BPC? Un baccalauréat? À quel moment vous accueillez des enfants et comment vous, à quelle place plutôt, vous donnez à l'orientation? D'accord. Avant de commencer mon propos, j'aimerais remercier la chaîne Lux TV pour avoir organisé cette émission parce que c'est une émission qui est de nature à éclairer la lanterne des Congolais. C'est cela. L'orientation, c'est quelque chose de capital. Comme vous avez dit, le système éducatif congolais, comprend le système éducatif congolais, l'orientation, c'est quelque chose de capital. Ok, bon, maintenant, j'allais revenir sur nous, l'ISTC. Nous proposons d'abord plus de cycles de formation. Avant qu'on en arrive à ce que vous proposez. D'accord. La question était de savoir, pour qu'un élève vienne chez vous, il lui faut quoi? Ok, d'accord. Et quand il vient à vous, finalement, quelle est la place de l'orientation chez vous? D'accord. Mais cette question et comme ça, cette question, je reviendrai avec M. Bongonotou. Cette question est tributaire de la précédente. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on reçoit des étudiants qui en sortent un BPC pour une formation qualifiante, sanctionnés d'un CQP, CAP ou BP. Et nous recevons des étudiants qui ont un baccalauréat, sanctionnés ils s'orientent vers une formation professionnelle, sanctionnés d'un brevet de technicien supérieur, BTS, ou d'une licence professionnelle. Voilà. Maintenant, quand nous recevons des étudiants, ce que le monsieur a dit est capital, c'est par rapport d'abord au profil de l'étudiant, de l'élève, parce qu'il n'est pas encore étudiant, au profil de l'étudiant. Quand, par exemple, tu as on demande pour la première des choses, quel baccalauréat avez-vous? Tout à l'heure, il vient de dire quelque chose de très important. Le baccalauréat, C, D, t'ouvre un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire, tu peux faire des options techniques, comme on dit industrielles, ou tu peux faire même les sciences économiques et de gestion et que nous proposons. Donc, avec ces étudiants-là, il n'y a pas trop de problème. Parce que ils ont des aptitudes en mathématiques qui les permettent de s'orienter vers avoir un champ beaucoup plus large. Maintenant, quand on a des étudiants qui ont un baccalauréat A, c'est où le problème se pose généralement, nous les orientons vers les options des sciences économiques et de gestion. Pour la plupart, ils s'orientent, ils aspirent à faire gestion des ressources humaines. Il y en a peut-être qui veut changer, mais ils s'aspirent à faire gestion des ressources humaines et d'autres options comme la comptabilité et consorts. Rappelons que le bac A d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Jadis, on ne faisait pas les mathématiques au baccalauréat. Mais aujourd'hui, on fait les mathématiques au baccalauréat, même si le niveau est faible, mais on fait les mathématiques au baccalauréat A. Donc, quelqu'un qui a un baccalauréat A, nous pouvons l'orienter vers les options, vers le cycle administratif et de gestion et conseil, j'en passe. Maintenant, avec ceux qui ont un baccalauréat technique, j'explique, ce qu'on appelle baccalauréat industriel, F1, E, et j'en passe. Avec cela, généralement, on n'a pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Généralement, ceux qu'on reçoit qui ont un bac E, un bac F, ils veulent soit faire la maintenance industrielle, soit faire le génie électrique, soit faire l'informatique. Le génie informatique, autant pour moi. Donc, avec cela, on n'a pas de problème. J'aimerais dire aussi que l'orientation est capitale au Congo. Est vraiment capitale, parce que le choix d'un métier est capital. Alors, c'est la question que je voudrais poser à Roland Bongonotou, lui qui est en immersion dans l'enseignement. L'orientation, comme l'a dit M. Poititati, ne pensez-vous pas que c'est depuis l'obtention du BPC qu'on devrait orienter les enfants? Que de les laisser choisir la série A, qui pratiquement n'a de débouché que sur les métiers administratifs, des orientations administratives, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas dès l'obtention du BPC qu'on devrait déjà voir l'orientation ou orienter nos enfants justement pour leur donner, et puis parfois les entretenir, ils ne savent même pas ce que c'est que l'orientation, le choix de ce qu'ils vont faire au lycée. Ok, merci M. Fulgence. Justement, après le BPC, quand on entre au lycée, il y a des séries. Et c'est à partir de ces séries-là qu'on peut déjà avoir une idée de ce qu'on aura à faire plus tard. Qu'on soit d'un collège, qu'on sort d'un collège général ou d'un collège
technique, on doit savoir au lycée qu'est-ce qu'on va aller faire. Maintenant, qui décide de l'orientation? On commencerait d'abord par l'enfant ou l'apprenant lui-même. Pourquoi pas l'État? L'État qui, lui, dans sa conception, a plus des écoles d'enseignement général que d'enseignement technique. Du nord au sud, on peut en compter en milliers, que ce soit école primaire, lycée et collège. L'État peut participer, mais c'est d'abord à l'individu. Parce que aujourd'hui, nous voyons les examens, comment est-ce qu'ils se déroulent. Après le BPC, si vous regardez bien cet enfant-là, même lui-même ne sait pas trop comment il a fait pour l'obtenir. C'est ça la difficulté. Alors, après le BPC, l'enfant est en droit d'aller dans une filière qu'il aurait choisie. Alors, comment va-t-il faire le choix? Si lui-même, il ne peut pas se déterminer, alors les parents peuvent l'aider ou aussi l'État. Aujourd'hui, comme venait de dire mon frère Poititati de l'orientation, dans l'ancien temps, après même le bac, on allait dans les centres culturels, c'est comme ça qu'on les appelait. Il y avait un conseiller culturel. Et le conseiller culturel faisait comme une rétrospective de ce que vous êtes. Commencez par vous demander, depuis l'école primaire, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est la dictée? Est-ce que c'est la question? C'est des questions? Est-ce que c'est des calculs? À ce moment-là, le conseiller pouvait savoir où est-ce qu'on peut envoyer cet enfant-là et se dire que s'il a plus d'aptitude dans ce qui est littéraire, on peut lui proposer, on ne lui impose pas, on peut lui proposer d'aller faire un bac littéraire comme le bac A. S'il fait mieux les calculs, on peut lui proposer d'aller faire le bac C ou D. Seulement aujourd'hui, nous avons des enfants qui, d'eux-mêmes, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils sont. Quelles sont les aptitudes qu'ils ont. Parce que si vous essayez de lui demander, entre la littérature et les sciences, qu'est-ce que tu fais le mieux? Il va dire en tout cas, je suis moyen partout. Okay. Or, celui qui dit je suis moyen partout, en fait, il est en train de se cacher derrière son incompétence. Il est nul partout. Il y a des moyens partout. Hein. C'est pas possible. Si. En tant que... C'est-à-dire que vous avez la moyenne 10, 10, 10, 10. Enfin, on dira ça comme ça. En tant qu'humain, quand on vient faire les études, il y a un intérêt que vous portez sur ce que on vous présente. Si c'est des calculs, il y a certaines aptitudes en vous où vous serez plus aguerri à faire les calculs. Et quand il s'agira de la littérature, vous allez faire, mais seulement quelque chose vous dira, ce que tu es en train de faire là, c'est pour juste te maintenir. Okay. Sinon que le chemin tracé pour toi, c'est celui-ci. Et toi-même, tu peux le savoir. Du côté de la littérature, c'est la même chose. Vous verrez un enfant qui, aux temps anciens, quand on faisait la dictée, il vous dira, moi, quand je fais la dictée, la plus mauvaise note, c'est 8. Sinon que c'est 9, 10 sur 10. Et plus. Mais si vous lui demandez, dans les calculs, les calculs aussi je fais, mais dans les calculs, parfois, je commets beaucoup d'erreurs. Alors vous pouvez déjà comme ressentir sur cet enfant-là, pas déjà lui imposer, ressentir qu'il y a quelque chose en lui, peut-être que demain,
c'est plus dans la littérature qu'il va exceller. Mais il peut aussi arriver que, tel que vous le lui avez demandé, en fait, vous avez fait naître quelque chose en lui. Ok. En lui disant ça, Une prise de conscience. il va prendre conscience et il va maintenant s'efforcer à bien faire les calculs. Et après, vous constaterez que dans les calculs, il fait mieux. Mais plus qu'il avance, alors vous pouvez décider en demandant à l'enfant, est-ce que tu ne peux pas aller faire plus cette série que celle-ci? Malheureusement, aujourd'hui, comme je le dis d'habitude, nos enfants sont très difficiles à cerner. Parce que déjà, nous, en tant que parents, nous sommes pratiquement absents. Et nous ne constatons rien de ce que l'enfant fait. Or, avant, nos parents pouvaient savoir que cet enfant-là, il peut prendre 2-3 piles, il les met ensemble et il met une ampoule, ça s'allume. Avec un fil conducteur. Et vous verrez que l'enfant va même aller au lit avec ça. Ok. Ça l'a intéressé. Puisque vous parlez des parents, je voudrais aller sur ce sens-là en rappelant aux chers téléspectateurs que nous avons déposé des courriers à la direction départementale de l'enseignement technique et professionnel, à la direction départementale de l'enseignement technique et professionnel, parce que c'est différent aujourd'hui. S'il y a deux directions, ben, ils n'ont pas répondu présent donc à cette tribune, à cette émission. Malheureusement, je voudrais revenir sur les parents qui pratiquement ne savent rien de l'enfant. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que la fierté que les parents avaient d'autrefois, de savoir que mon enfant est arrivé à l'université Mariam Wabi. Or, l'université Mariam Wabi aujourd'hui avec beaucoup de branches. Et quand on prend rien que Bayardel, avec des filières beaucoup plus administratives, vous avez une licence en psychologie, une licence en sociologie, une licence en histoire, une licence en langue vivante étrangère, en philosophie. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que cela déjà qu'on devrait repenser, qu'on devrait redynamiser notre système éducatif? Et je voudrais partager cette question avec nous tous ici, parents. Et quand je prends l'école primaire, nous apprenons le français, du CP1 jusqu'au CM2, de la classe de 6e jusqu'en 3e. Ça ne change pas. La même grammaire française, la même manière d'apprendre aux enfants, aux apprenants l'anglais, avec Kofi ou des livres qui pratiquement, même quand on a appris l'anglais, on est incapable de parler l'anglais. Est-ce que ce n'est pas là déjà qu'on devrait repenser, qu'on devrait voir que c'était trop au sortir des états généraux de l'enseignement, qu'on devrait repenser le système éducatif congolais? Je commence par Roland. Monsieur Roland. Merci, Monsieur Fulgence. En commençant, je voudrais dire que dans mes réponses, je vais faire comme une rétrospective et je ne sais pas trop, est-ce que c'est un procès que je ferai de l'enseignement? Allons au devant, au lieu de faire une rétrospective, si vous en avez parlé déjà. D'accord. Allons au devant. Allons devant justement par rapport dans les approches peut-être des solutions. Dans les approches mais seulement on ne peut pas avoir des approches. On ne peut pas avoir des solutions si on ne regarde pas le mal. D'accord. Donc allons-y. Qu'il y avait au début. D'accord. Allons-y. Aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. Une autre manière d'enseigner et d'apprendre. Celle que nous avons dans nos écoles aujourd'hui n'est plus adaptée. Malheureusement, il y a eu pourtant les états généraux de l'enseignement. Malheureusement, vous voyez aujourd'hui, dans l'enseignement, quand vous prononcez le mot réforme, il fait peur. Est-ce que c'est par rapport aux moyens? Ou bien, je dois dire la vérité, toucher du doigt? Non. C'est d'abord par le mot réforme. Et j'aurais voulu que ceux qui ont peur de ce mot-là utilisent plutôt moderniser. Je retiens ma question parce qu'elle est déjà... Moderniser ou innover. Ok. C'est des mots plus actuels. Plus actuels. Sinon que quand vous direz réforme,
ça va faire peur aux gens et vous remarquerez que tout le monde A peur des réformes. a peur des réformes. Que ce soit les politiciens, les décideurs. En tout cas, c'est pourquoi même les mots, il faut aujourd'hui utiliser les mots qui plaisent aux gens, mais qui voudront peut-être dire la même chose. Moderniser, innover. Quand vous direz moderniser, innover, plusieurs personnes ne sauront pas trop que dans ce mot-là, il y a réforme. Il y a réforme. Allons-y. Alors, maintenant, nos enfants sont comme moulés dans un système ancien. Qui ne s'adapte plus. Ça ne s'adapte plus. Nos parents n'avaient que ça à faire. Ils avaient l'école et ils avaient la maison. Aujourd'hui, il y a l'école, il y a la rue, il y a les amis et il y a les technologies qui nous arrivent tous les jours. Et aujourd'hui, vous verrez un enfant qui reste plus longtemps devant son téléphone que devant son cahier. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas maintenant mettre l'enseignement là dans ce qu'il touche le plus, tout en lui montrant que ce que tu touches le plus là peut t'apporter quelque chose qui te permettra d'évoluer demain. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous allons dans nos salles de classe, c'est toujours la craie blanche. La craie blanche. C'est toujours le tableau noir. C'est toujours de la paperasse. C'est toujours les vieilles méthodes d'enseignement. Est-ce que ces méthodes-là sont encore adaptées aujourd'hui? Je dis non. Il faut les changer, il faut innover. Monsieur Djatim, promoteur donc de 2 entreprises ici, qu'est-ce que vous en pensez sur la question? Je vous en prie, si vous avez à ajouter, à vous ajouter, que de revenir sur lui, nous aurons à gagner du temps. Bon, tout d'abord, je remercie la chaîne Lux TV. Merci. D'avoir organisé cette émission et d'avoir fait de nous ces invités d'honneur en ce jour. Alors, c'est une question qui est très complexe. Alors, moi, je voudrais parler de 3 différents aspects fondamentaux. Et en tout premier, il y a le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, le droit des parents et la vocation d'apprendre. Alors, vous voyez, l'enfant ou un enfant ne peut pas être privé de ses droits. Et dans le droit de l'enfant, il y a le libre arbitre. Il peut vouloir faire quelque chose qui est contraire à la volonté des parents, qui va à l'encontre, bien sûr, de la volonté des parents. Il y a le droit des parents, parce que tout enfant souhaite la réussite. Tout parent souhaite la réussite de ses enfants. Mais par contre, il y a la vocation d'apprendre. L'enfant peut vouloir faire quelque chose, mais le parent, pour ne pas priver son enfant de son droit, va laisser cet enfant, bien sûr, faire cette chose, mais cet enfant n'a pas la vocation d'apprendre pour s'épanouir dans ce domaine auquel, bien sûr, il aspire faire. Et d'un autre côté, il y a le droit des parents, dont, coûte que coûte, en fonction, on va parler des opportunités de la vie, des privilèges qui se présentent. Et même de ce que papa a fait parfois. Voilà, de ce que papa a fait. Moi, j'ai été comptable, donc toi aussi. Voilà. Alors, dans le droit de parents, il y a aussi cette culture qu'ont certains parents de faire ressortir, je veux dire, cette expression de tel père, tel fils. Moi, j'ai fait la comptabilité, mon enfant doit devenir également comptable, il doit prendre le relais.
Moi, j'ai été enseignant dans ma vie. J'ai mené ma carrière dans l'enseignement et je veux que mon enfant soit à mesure aussi de poursuivre, prendre le relais dans l'enseignement, devenir quelqu'un, que ça soit une succession, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, de tel père, tel fils, il y a la volonté des parents qui s'impose, il y a le droit des parents, la volonté des parents, et parfois les enfants sont privés de leurs droits. Ok, à vouloir faire quelque chose comme ça. Voilà. Nous allons aborder cette fois-ci la partie perspective. Justement, qu'est-ce qu'il nous faut? Mais avant d'y entrer, j'ai pris nos chers téléspectateurs avec nous ensemble de suivre ces témoignages d'un jeune Congolais qui a fait son cursus, comme Marc l'a dit, comme tout le monde, du CP1 au baccalauréat, après une formation qualifiante dans une école supérieure de la place, est en immersion dans une entreprise de la place de Pointe-Noire. Nous suivons ce reportage, plutôt ce témoignage, et nous revenons sur ce plateau pour prendre la partie perspective. Après mon baccalauréat, j'ai eu à faire une formation en métier, en tuyauterie et chaudronnerie. Donc j'ai obtenu des stages. Et après ces stages, j'ai trouvé qu'il était encore mieux que je puisse faire un cursus licence. Et j'ai pris une inscription à l'Institut supérieur de technologie et de commerce, cycle ISTC, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir travailler en tant qu'assistant responsable bureau d'études dans une société de la place. Ma foi, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de chômeur, parce qu'un chômeur, c'est celui qui s'ignore d'abord en premier. Et un conseil que j'aimerais donner à mes jeunes frères et sœurs, que lorsque vous êtes sur un cycle de formation, n'attendez pas juste la fin de votre cycle de formation pour pouvoir penser de la pré-formation. Et c'est ce qui a fait à ce que je puisse avoir une débouchée plus rapide sur le monde de l'emploi. Oui, j'ai eu des difficultés parce que, étant en manque de formation qualifiante, il fallait passer par une école supérieure. Après avoir pris mon inscription à ISTC, j'ai eu un débouché de stage par rapport à la formation précédente. Et après mon évolution, j'ai eu des propositions à pouvoir accéder à un poste d'assistant responsable de bureau d'études. Et il me fallait avoir une licence qui devait me permettre à pouvoir répondre à ce poste-là. Voilà pourquoi j'avais pris l'inscription en maintenance, instrumentation et régulation. Parce qu'il était question de pouvoir avoir une connaissance sur les installations. Et grâce à ma licence à obtenir à ISTC, j'ai eu cette possibilité-là. Ma foi, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de chômeur, parce qu'un chômeur, c'est celui qui s'ignore d'abord en premier. Et un conseil que j'aimerais donner à mes jeunes frères et sœurs, que lorsque vous êtes sur un cycle de formation, n'attendez pas juste la fin de votre cycle de formation pour pouvoir penser de la pré-formation. Et c'est ce qui a fait à ce que je puisse avoir une débouchée plus rapide sur le monde. Alors, je dis avec vous, M. Poiti Dati, responsable de la com et de l'orientation à ISTC, oui. Quel type de formation qualifiante proposez-vous et est-ce que vos diplômes à l'issue de ces formations donnent-ils droit à l'emploi? D'accord, ok, merci pour la question. J'aimerais un peu établir quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une formation qualifiante et une formation professionnelle. La formation qualifiante vise à vous donner des aptitudes, mais n'est pas sanctionnée d'un diplôme, elle est sanctionnée d'une attestation ou d'un certificat. Okay. Ça peut être un CAP, ça peut être un CQP. Ici, par exemple, quand vous vous êtes rendu au ministère de l'enseignement, vous avez vu qu'il y a un ministère de l'enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante qui est maintenant au ministère de la jeunesse et des sports, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce sont des formations différentes. À ne pas confondre une formation professionnelle et une formation qualifiante. Merci de nous avoir fait cette différence. Maintenant, merci. Je vous en prie. Nous offrons des formations qualifiantes et des formations professionnelles. De les formations qualifiantes, elles sont sanctionnées d'un CQP ou d'un brevet de technicien. C'est quoi un CQP? Certificat de qualification professionnelle. Ok, d'accord. Voilà, un CQP. Ce sont des formations généralement de courte durée, 9 mois. Et les formations sont beaucoup plus pratiques. Je pense, et je m'explique,
Exemple, il y a une formation en soudure industrielle homologuée, il y a une formation en qualité, hygiène, sécurité et environnement, il y a une formation en tuyauterie, et il y a une formation ça c'est le domaine technique. Et dans le domaine administratif, il y a des formations en administration de transit, secrétaire bureautique, et j'en passe. Alors, on en passe. Voilà. Donc, à la fois, et le professionnel. Voilà. Et Non. les qualifications que vous donnez, est-ce que ça nous donne quand même à nos jeunes apprenants le droit d'entrer, d'être en immersion? D'accord, j'arrive. Là, j'ai mis les formations qualifiantes. Là, il y a également des formations professionnelles où nous sommes dans les domaines des sciences de gestion, sciences économiques et de gestion, et dans les domaines de l'industrie et de la technologie. Okay. Voilà. Maintenant, j'aimerais préciser quelque chose. L'école congolaise, tout à l'heure, monsieur Roland, c'est monsieur Roland, oui, a dit quelque chose de primordial, qui est que notre système éducatif est caduc. Et nous avons compris cela à l'ISTC. Et qu'est-ce que nous avons inséré? Nous avons inséré l'entrepreneuriat. Voilà. Les Rwandais l'ont compris il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Ils ont réformé leur système éducatif. Exactement. Voilà. Ils ont inséré l'entrepreneuriat depuis le lycée, en 2020, si je ne me trompe pas. Nous avons compris que le système éducatif congolais, il faut plus. L'école congolaise fabriquait ce qu'on appelle, était une fabrique à chômeurs. Et jusqu'aujourd'hui. Oui. Une fabrique à demandeurs d'emploi. C'est ça le problème. Or, c'est un problème. Parce que quand vous finissez avec la psychologie, quand vous finissez avec la sociologie en licence, quand vous finissez avec tout ce qui est élevé, philosophie. Voilà. Et en 2019, nous nous sommes appuyés sur un rapport de la BAD, la Banque africaine de développement, qui disait que chaque année, et qui date de 2016, qui disait que chaque année, 10 à 12 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché de l'emploi. Et sur ces 10 à 12 millions, juste 3 millions trouvent un emploi formel. Il nous reste juste 10 minutes, chacun de nous va prendre la parole. D'accord, juste un emploi formel. Donc, il faut une réforme du système éducatif. Okay. Et nous avons inséré l'entrepreneuriat dès la première année, afin de former des créateurs et des demandeurs d'emploi. Absolument. Voilà, ça c'est primordial. Former des créateurs et des demandeurs d'emploi. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est un problème qui mine notre système éducatif congolais. Voilà. Il n'y a pas vraiment mariage. Est-ce que ce n'est pas là... Qu'est-ce que nous faisons à l'ISTC? Chaque année, nous actualisons nos formations afin de promouvoir des formations qui sont en adéquation avec le marché de l'emploi. L'offre d'emploi. Voilà, le marché de l'emploi précisément. C'est ce à quoi nous nous attelons chaque année, nous le faisons, pour adapter notre système, nos formations au marché de l'emploi. Nous avons parmi nos invités un employeur de marque qui est M. Tati, M. Crépin Tati. Est-ce que le Congo a-t-il réellement besoin de plus de diplômés universitaires ou de techniciens qualifiés, vous qui employez nos jeunes apprenants? Est-ce que le Congo a besoin des gens qui viennent sortis de Bayardel ou sortis des écoles supérieures qui ont appris à manier l'outil technique sur le terrain? Alors, merci bien pour la question. En tant qu'entrepreneur, expert et analyste en la matière, je dirais que c'est une question très complexe, très sensible et très fondamentale au regard de tous et bien sûr au regard de l'opinion publique. Alors, le Congo, on va dire, je pourrais dire par là que Est-ce que, je reprends la question pour qu'on la saisisse, est-ce qu'aujourd'hui, le Congo, pour se développer, a-t-il besoin de diplômés d'université ou de beaucoup plus de techniciens? Voilà. Alors donc, je profite de répondre à cela en disant que le Congo est un univers changeant, en voie de développement et en voie de l'émergence. Alors, avoir plus de diplômés universitaires formés ne cause pas préjudice au Congo. Mais c'est que faire de ces diplômés universitaires formés. Et là, ça nécessite toute une grande thérapie. De l'autre côté, avoir plus également des techniciens
voilà, formés, qualifiés, ne représentent pas un handicap, mais plutôt... C'est un atout, quoi. Voilà, c'est un atout. C'est un atout, c'est un bienfait voilà, pour le développement de ce pays. C'est un atout, mais comment orienter, bien sûr, ces techniciens formés, qualifiés, à avoir de l'emploi? C'est là que je voulais en venir, puisque Poitiers l'a déjà abordé, qu'ils ont inscrit, qu'ils ont inséré dans leur système un mécanisme qui emploie, qui fait qu'ils forment des créateurs d'emplois et des demandeurs d'emplois. Voilà. Moi, ma question, c'est de savoir, on va commencer par vous, et certainement Roland Bongunitou prendra le relais, comment créer un lien fort entre écoles de formation et entreprises pour garantir l'employabilité, justement pour faire que notre système éducatif soit efficace. Je reviens, comment créer un lien fort entre les écoles de formation et les entreprises qui demandent, n'est-ce pas, les entreprises qui offrent les emplois pour garantir l'employabilité des jeunes. Je commence par Roland, comme ça je veux faire comme la ronde, comme ceci. Merci, M. Fulgence Witmont. On a regardé quels sont les problèmes qui minent notre système éducatif. Et les problèmes sont énormes. Je me permets de le dire. Sont énormes. Si nous voulons aujourd'hui avoir des jeunes qui sortent... Une adéquation entre l'offre et l'emploi. Et la demande. Commençons d'abord par la formation. Si nous les formons, les entreprises en auront besoin. Si nous ne les formons pas, et nous constaterons ce que nous voyons sur le marché de l'emploi, c'est plus les étrangers qui sont embauchés et pas les Congolais des nationaux. Et cela fait très mal. Très vous mal. Avez formé, vous avez, on dira, informé les enfants. Parce que, en fait, dans nos écoles aujourd'hui, même pour ce qui est de la technique, nous ne faisons pas la formation technique. Et parce que vous manquez... Nous faisons l'information technique. Parce que vous manquez de matériel. Nous manquons de tout. Alors qu'on devrait avoir des enfants, laboratoires, aptes à aller dans le marché de l'emploi. Sans risque de me tromper, aujourd'hui, 21e siècle, nous sommes en train de construire des écoles. Et nous voyons des grands lycées que nous construisons. Mais nous ne construisons que les bâtiments avec les salles de classe. Même pas de laboratoire. Où allons-nous? Et quand vous parlez de laboratoire à un enfant qui a satisfait à son bac, il est étonné. Il se dit, laboratoire, c'est quoi? Non. Depuis le collège, on fait déjà des expériences. Pour que après que cet enfant-là est satisfait à son bac, il peut. Parce que le bac technique ou le bac professionnel peut déjà t'ouvrir les portes de l'emploi, même en tant que juste technicien spécialisé. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours un diplôme très élevé pour entrer dans le marché de l'emploi? Non. Même dans les entreprises, il y a aussi des échelles qu'il faut monter, passer d'une étape à une autre. On peut avoir des manœuvres, on a des techniciens spécialisés, on a des techniciens qualifiés, après on a les agents de maîtrise et après on a des cadres. Voilà dans une entreprise. Je voudrais donner la parole à notre jeune diplômé. Notre jeune, il n'est pas seulement diplômé, mais il a aussi eu un créneau, Luxe Télévision ou Luxe Group, qu'il a appelé. Comment ça a été quand même? C'est des formations que vous êtes allés ou et justement jusqu'à... Alors, on va dire que pour ma part, j'ai eu déjà la chance de très vite comprendre que le système éducatif, pour moi, n'était pas forcément le moyen pour vraiment aboutir à un emploi.
Oui. J'ai commencé avec les formations déjà depuis le lycée. Pendant que je faisais le bac, j'avais également les formations qui se sont succédées. Et ce qui fait que juste après la sortie de l'obtention de mon baccalauréat, je n'ai pas traîné avec l'université et j'ai très rapidement été embauché à Luxmedia, évidemment. Parce que justement, les formations pour moi ont commencé depuis, comme je l'ai dit, depuis le baccalauréat. C'est aussi pour moi l'occasion d'ailleurs de dire aux parents de ne pas enfermer les enfants dans ce système-là, collège, lycée, université. C'est ce paradigme dont parlait Roland, dans lequel nous devons changer. Exactement. On doit quitter ce paradigme pour aller dans un autre. Exactement. Il faut vraiment faire en sorte que les jeunes apprennent à ne pas seulement penser université quand on obtient son baccalauréat. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé également de ces formations qualifiantes qui existent. Après, pour répondre aussi à la question que vous venez de poser aux deux juste devant moi, on a parlé de l'adéquation entre l'inadéquation. Maintenant, il faut penser à l'adéquation, la demande et l'offre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pendant que nous jeunes, nous venons vers vous pour chercher du travail, ne nous demandez pas forcément d'avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. L'expérience, déjà, ça s'acquiert au fil du temps. En me donnant un travail aujourd'hui, même si je viens de sortir de l'université, vous me donnez un travail aujourd'hui, c'est au fur et à mesure. On a parlé du fait qu'il y a des échelons qu'il faut gravir. Donc, faites-nous confiance. Et au fur et à mesure que nous allons évoluer avec vous, évidemment, puisque la formation va se poursuivre. C'est souvent presque un piège dans les entreprises aujourd'hui. On vous exige 3 ans, 3 ans, 5 ans, alors que 10 ans vous venez de sortir. Mais je sors de l'université, vous me demandez 10 ans d'expérience, je les ai eu où? C'est à vous de me prendre, de m'aider à aller de l'avant, à avancer petit à petit, à grandir avec vous et atteindre cette expérience-là. C'est ce qu'il faut. Alors, mon ami, facilement, on est dans l'employabilité, non? Quand même, quand on a formé, après... il y a quand même des jeunes qui ont eu des débouchés. Oui, il y a des jeunes qui ont eu des débouchés, mais si je vous dis que tous ont eu des débouchés, non. Ça, c'est faux. Je ne suis pas venu pour mentir, c'est un fait. Mais comme j'ai dit, nous mettons un accent sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai écouté dernièrement une vidéo qu'un monsieur disait, il n'y a plus de chômeur. Le mot chômeur n'existe plus. Le mot chômeur, c'est une personne sans initiative. Au XXIe siècle, en 2025, les jeunes Congolais doivent comprendre qu'ils ont 2 choix, soit l'employabilité, soit l'entrepreneuriat. Maintenant, j'aimerais rebondir, si vous me permettez. Je vous en prie, nous n'avons plus de temps. Nous retenons soit l'employabilité, demeurez chômeur, soit vous créez votre emploi, vous devenez entrepreneur. Voilà. Donc, c'est sur ces entrefaits que nous mettons un terme à notre émission, n'est-ce pas? Et nous allons clore le système éducatif congolais, nous l'avons dit, il est en train d'avancer, mais il n'est pas encore au niveau où il doit être. Il est trop théorique, selon que M. Roland Bongo l'a dit. D'abord, vous avez convenu avec lui qu'il est trop théorique. Pour mieux donc préparer les jeunes à l'emploi, il doit renforcer les filières qualifiantes et créer des vrais ponts avec le marché du travail. Merci à vous, Roland Bongo, malgré vos multiples occupations. Merci à vous, cher PDG, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à mon confrère Marco Foucault d'être là avec moi. Merci à vous, Poiti Kati, responsable de la communication et orientation à ISTC. Merci à vous, chers téléspectateurs qui avez suivi. J'ai dit toujours que cet espace appartient à vous autres annonceurs, à vous autres PDG, n'est-ce pas? Si vous voulez plus de visibilité pour votre produit, votre maison, votre entreprise, eh ben, prenez la première partie, avant le début de l'émission, au milieu de l'émission ou à la fin de l'émission, et justement pour un sponsoring. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. Merci. Merci.